Radio Vie Meilleure vous propose une émission pour aborder positivement le changement. Avec Nathalie Bunel, coach professionnel, découvrez les fondamentaux et les ressources pour élargir le champ des possibles. Bonjour à vous, chers auditeurs. Merci de nous retrouver dans notre émission Place aux invités. Comme promis, avec nous, Madame Nathalie Bunel, bonjour. Bonjour Jessie, bonjour les auditeurs. On se retrouve afin de continuer notre échange sur ce thème, le changement, le champ des possibles, et de manière positive aujourd'hui et toute cette semaine avec vous, Madame Bunel, nous allons voir comment, sur le plan professionnel, le plan personnel, on peut opter pour un changement et de manière positive. Alors, c'est vrai qu'hier, nous avons démarré l'intervention avec ce thème général, aborder positivement le changement. On a mis les bases déjà. Et on poursuit avec le premier fondamental, les besoins et l'envie. On va voir l'aspect professionnel et l'aspect personnel de ce moment très important aussi dans notre étape. Eh bien, je vous laisse le soin d'enchaîner avec... pour commencer, une petite présentation de vous pour ceux qui ne nous ont pas vus hier. Alors, avec quelle casquette intervenez-vous aujourd'hui? Alors, comme disait Jessie, je m'appelle Nathalie Bunel. Je suis donc consultante, mais aussi coach professionnel. On intervient dans l'accompagnement au changement, et on aura l'occasion de le voir aujourd'hui. Ça peut être dans le changement en création d'entreprise, mais aussi en changement en évolution professionnelle, en reconversion professionnelle, et bien sûr un changement personnel tout court dans sa vie. Voilà. Alors, on parle aujourd'hui d'envie, de besoin, et l'idée, ce serait, pour démarrer, de savoir qu'est-ce que l'envie, qu'est-ce que le besoin. Alors, on dit de l'envie que c'est un désir éphémère. Pourquoi? Parce qu'il répond à un besoin éphémère. Je vais prendre un exemple concret avec vous, ça ne sert à rien de trop philosopher. J'ai envie de partir en voyage, j'ai envie de m'acheter une chaussure, j'ai envie d'aller faire mes courses. On émet et on dit « j'ai envie ». Mais derrière le « j'ai envie », en fait, ça ne prouve pas qu'il y a un véritable désir, un besoin fondamental ancré à atteindre ou à changer d'objectif. C'est très important de faire la différence, et on peut très bien dire « oh, j'ai envie de changer de travail », mais ne pas avoir la volonté et la démarche de changer de travail. Donc c'est pour ça que j'ai voulu entamer dès aujourd'hui la définition de l'envie, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec le besoin. Le besoin fait partie de nous, il est intrinsèque, il fait partie de notre squelette, de notre structure, et le besoin, c'est une exigence. C'est une exigence qui nous appelle, parce qu'on a des critères de vie, comme si on parlait d'informatique, de paramètres, et quand on a un manque qui nous empêche de vivre dans l'équilibre, dans une certaine stabilité, eh bien, on parle de besoin. On parle de besoin. Donc, envie, c'est éphémère, et besoin, c'est quelque chose de beaucoup plus... profond et de plus clair dans la démarche. Quand je dis « j'ai besoin d'évoluer professionnellement », c'est pas dire « j'ai envie » de changer professionnellement. Dans le vœu, dans le vouloir, dans le souhait, on est déjà dans une démarche, déjà dans la façon de penser, de se poser et d'orienter sa décision de changement. Voilà, donc si ce besoin n'est pas satisfait, on sera dans une frustration, on sera peut-être même dans de l'arrêt de notre croissance. Ça peut créer des désordres. Ça peut créer des désordres. Et dans 5 niveaux, ce qu'on appelle les domaines de vie. Ça peut être au niveau personnel, professionnel, familial, dans la vie de couple, dans la vie sociale, tout simplement. Ces 5 domaines de vie répondent à notre mode de vie. Et s'il y a un décalage, une carence, ça peut créer un déséquilibre. Alors qu'on ne peut certes pas souvent prendre conscience, mais il y a quand même une carence. C'est pour ça qu'il est important d'être à l'écoute de soi pour pouvoir mieux appréhender un changement,
un choix et un projet. Absolument. Donc, on définit le besoin et ensuite on va enchaîner avec justement sur le plan professionnel, le plan personnel, comment ces deux éléments auront des répercussions et vont être à la base de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Et pour donc rebondir à ce que Jessie vient de vous dire, on va passer directement à l'aspect professionnel, mais cette fois-ci dans le cadre de l'élaboration d'un projet d'entreprise. Alors c'est vrai que vous allez trouver ça très scolaire, mais j'ai trouvé que la façon de vous le présenter me paraissait en tout cas à moi plus claire et donc j'espère pour vous plus explicite. On a une idée de projet. Je veux mettre à mon compte pour des raisons X, Y ou Z. Ceci étant dit, quand on a un projet, il faut savoir si on est en adéquation, en cohérence avec ce projet. Pour être clair, prenons un exemple. Je veux ouvrir une boulangerie. Suis-je apte, tel que je suis individu, prêt à monter une boulangerie? On va parler donc de personnalité. Si vous aimez dormir jusqu'à 10 heures et que le boulanger doit se réveiller à 4h30 du matin, vous comprenez tous très bien qu'il y aura une incohérence. Si par exemple, au niveau de l'expérience, il vous manque une formation CAP boulangerie, je parle bien du diplôme de base. Dans ce cadre-là aussi, il faudra vérifier cette adéquation. Et puis, est-ce que vous avez un soutien en ressources internes? Vous, êtes-vous prêt à donner du temps dans ce projet? Êtes-vous prêt à vous investir pleinement? Et on parle aussi de ressources externes dans le cas où vous pouvez compter sur vos proches. C'est quand même important parce que quelque part, vous les emmenez avec vous dans ce projet. Et puis, il y a tous ces organismes d'accompagnement, les financements, etc. Donc ça, première étape, on fait adéquation homme-projet. Ensuite, on va élaborer le modèle économique. Qu'est-ce qu'on appelle le modèle économique? Parce que vous devez certainement l'entendre sur les médias, mais il est important de préciser ce terme. Un modèle économique, c'est la façon dont on imagine, on visualise son projet. C'est-à-dire que si on devait vous dire « Alors, comment tu vois ta boulangerie ?» Eh bien, je la vois avec une vitrine, avec les peintures, les couleurs. Qu'est-ce que je vais vendre? C'est tout ça qu'on parle de modèle économique. Ensuite, dans un troisième temps, il faut connaître ce qu'on va vendre. Qu'il s'agisse de produits ou de services, il est important que vous en ayez une pleine connaissance. Je vais vendre du pain, je vends quoi? Pain au lait, pain au complet, pain, etc. Viennoiserie, pas de pâtisserie. Vous posez le produit ou les services que vous pensez proposer. Ensuite, les forces et les faiblesses. Toute entreprise, je dis bien tout projet, toute entreprise a des forces et des faiblesses. Et à partir du moment où vous en aurez pris conscience, vous aurez cette capacité à ajuster et peut-être mieux répondre à vos faiblesses. Et c'est tout le rôle donc que nous proposons à NB Consulting, c'est ce côté d'accompagnement, de détection, de recensement. Parce que plus vous en connaîtrez sur ce projet et sur vous-même, et mieux vous arriverez à avoir un projet abouti. Ensuite, quand tout ça est posé, on va dire, y a-t-il un potentiel? Est-ce que ce projet, on a beau avoir des projets, mais il faut que vous puissiez en vivre. On ne fait pas ça pour les beaux yeux de X ou Y. Il faut que ça soit rentable et que vous puissiez vivre de votre projet. Donc, on va analyser dans ce cas-là le marché. Quels sont les concurrents? Où est-ce que je vais m'installer? Les prix qui sont mis en place par la concurrence. Qu'est-ce que moi, dans l'élaboration de mon projet, je vais apporter comme note créatrice, comme note innovatrice? J'ai pris l'exemple de la boulangerie, mais ça pourrait être très bien un boulanger qui propose une partie classique et une partie sans gluten.
si il sait que sur le marché où il pense s'installer, il n'y a pas de concurrent direct qui puisse proposer un produit sans gluten. Ensuite, le choix du statut. Ah là là. Très important. Très important, Jessie. Et souvent, on ne sait pas quoi choisir, etc. Comment choisir, quelles sont les répercussions de chaque choix. Ça, c'est important. C'est très important, le choix du statut. Tout dépend de l'objectif, de ce que vous vous donnez. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous voulez créer une entreprise, vous avez droit à 2 possibilités de la part de Pôle emploi, soit de passer par le maintien de vos indemnités jusqu'à 80%, en sachant que tous les mois, si vous percevez quelque chose de l'entreprise, c'est un forfait qui vous est maintenu jusqu'à la fin de vos droits. Mais vous pouvez aussi, dans le choix d'un statut de salarié, avoir la possibilité de débloquer le reste de vos indemnités pour avoir un capital de démarrage. La démarche est très simple. Le jour de votre création et d'immatriculation de l'entreprise, vous remplissez un CERFA que vous déposez à l'URSSAF et qui vous donne la possibilité de faire appel à ces aides immédiates. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails. Mais dans ces cas-là, c'est quel statut? Alors, vous avez la possibilité d'être micro-entrepreneur et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de compte professionnel particulier. Cet argent est versé directement sur votre compte personnel ou votre compte courant. Ou si vous prenez un choix de SASU, c'est-à-dire la société anonyme, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, et ce que je vous recommande fortement, c'est d'avoir un compte qui soit propre à l'entreprise. Ça met dès le départ des conditions stables, sans ambiguïté dans le fonctionnement et la rigueur dont vous devrez faire preuve. Donc pas de mélange de patrimoine, le patrimoine personnel et professionnel que l'on peut avoir avec le statut d'entreprise, petite entreprise, PME, ou PME, etc. C'est pour ça que selon le projet que vous aurez envie, on entend bien envie, dans le cadre de l'élaboration de mettre en place, il est important, et selon l'activité, de faire un point sur ce choix de statut. Il y a tellement de statuts maintenant qui existent, il est important, et c'est dans ce cadre-là que le diagnostic et l'entretien individuel est important. On parle justement de ces différents statuts par rapport aux activités. Mais ce serait intéressant qu'on puisse ultérieurement revenir sur les statuts et voir, pourquoi pas, dans une émission spécialement, je pense qu'il y a de quoi. Je crois, vu le nombre de statuts et puis les conditions fiscales, les conditions sociales qui vont s'imposer à vous. Beaucoup de gens me disent « Ah oui, je vais monter l'entreprise, j'ai une exonération de charges. » Faux! Je vous arrête tout de suite, cher auditeur, parce que même si effectivement sur les premiers jours de la création d'activité, vous n'avez pas de charges directes, mais vous avez quand même une part minimale de votre couverture sociale qui correspond à l'indemnité journalière et à votre retraite. Et ça, c'est obligatoire dès le premier jour d'immatriculation. Alors, c'est vrai que vous aurez des forfaits pour votre couverture dite de maladie, parce que si vous étiez sous les ACDIC, vous avez encore le maintien pendant 2 ans de votre couverture maladie. Mais attention, cet argent doit être provisionné, il doit être comptabilisé, parce que quand ça va commencer à tomber, tout l'argent que vous pensez avoir sur votre compte ne vous appartient pas encore. Pensez à déduire, à retirer, si vous préférez, la part qui reviendra de droit à votre couverture sociale et à votre impôt. D'où l'intérêt de cette émission où vous portez vraiment un maximum d'informations de manière à ce que finalement on se rende compte qu'il ne faudrait pas peut-être aller seul. Hein. Je ne recommande à personne d'élaborer un projet seul. Soit on est calé en création d'entreprise et là le problème ne se
ne se pose pas. Vous avez un associé qui est suffisamment averti en matière de création d'entreprise, mais il est important et essentiel, surtout dans la rédaction. Il y a des gens qui pensent, j'espère que vous n'en faites pas partie, qu'il suffit d'avoir une idée, d'aller à la banque et demander de l'argent. Alors là, c'est pas du tout comme ça. On est tous, notamment concernant les financeurs, sur un cadre qui met en place un dossier. Et sur ça aussi, nous intervenons sur la rédaction pour que le financeur qui est susceptible de vous prêter l'argent puisse croire en votre projet et en voir toute la pertinence. Absolument. Voilà, donc pour ceux qui arrivent à l'instant, vous êtes à l'écoute de Radio Vie Meilleure ou encore vous regardez notre émission via notre chaîne YouTube. Avec nous sur notre plateau, Nathalie Bunel. Elle nous propose pendant 5 jours des éléments, on va dire, des paramètres à prendre en compte dans le cadre d'un changement, soit sur le plan professionnel ou encore sur le plan personnel. Et aujourd'hui, nous sommes sur les besoins et l'envie. Nous avons déjà bien avancé sur les définitions. Et là, nous sommes sur l'aspect professionnel, sur les besoins dans le cadre de l'élaboration de projets de création d'entreprise. Nous avons déjà bien avancé. Nous avons parlé du diagnostic initial, donc de l'adéquation homme-projet. Nous avons mis l'accent également sur l'élaboration de son modèle économique, sur la connaissance du produit ou des services que nous allons proposer à notre clientèle, des forces et des faiblesses. Nous avons parlé également du marché, du choix de notre statut et on enchaîne avec d'autres éléments à prendre en compte. Oui, 3 autres éléments qui ne sont pas négligeables. L'attitude des proches. Il est important pour se révéler à soi-même d'avoir un soutien. La famille, qui est donc avec vous, doit adhérer au projet. Très bien. Il doit vous apporter un soutien. Il doit aussi, pourquoi pas, être votre ressource. Si, par exemple, au début, vous n'avez pas l'habitude et vous n'avez pas les moyens d'embaucher un salarié, sachez que la loi vous autorise à ce que votre conjoint travaille avec vous et bénéficie, de par vos cotisations, de votre couverture maladie, ainsi que les points retraite. D'accord. C'est très important à le savoir. Ça ne sert à rien je ne dis pas pendant la première semaine, on fait un test, on essaie de voir. Mais plus vous serez clair avec les organismes sociaux et fiscaux, et plus vous vous mettez à l'abri quelque part. La dénonciation, ça existe, la jalousie, n'en parlons pas, l'envie, toutes ces choses-là, préservez-vous. Et puis en plus, que ça soit votre frère, cousin, sœur, fille, épouse, conjointe, ça la mettra elle aussi dans un positionnement de valorisation. Je rends service à un membre de ma famille, mais quelque part, par ma contribution, je me forme, j'évolue en compétences et en expérience. Donc, vous avez tout à gagner en mettant vos proches en soutien dans votre projet. Voilà, donc ça c'est pour l'attitude des proches et la relation qu'on peut avoir avec nos proches et leur implication aussi dans le cadre du projet. Voilà. Alors, je vais juste faire une parenthèse pour parler d'expérience personnelle. Oui. J'ai débuté mon activité professionnelle avec mon époux. Ça a été magnifique pendant les 10 premières années. Et puis, à un moment, on n'a pas su faire la part des choses et on continue à parler travail à la maison. Donc, c'est un risque. Il est important dans les objectifs de préserver ce qu'il y a de plus cher et ce qui nous a été donné avant tout, c'est notre famille. Et donc, c'est un risque. C'est un risque que j'ai vécu, je me permets de faire juste cette parenthèse, et j'ai préféré du coup, au nom de ma famille, de sortir de son entreprise et d'occuper d'autres fonctions. Voilà, donc Mais des fois il y a des choix. Quand il y a vous parlez des choix. de choix et de changement, ça prend en compte l'aspect économique, c'est vrai, mais aussi l'aspect familial ou personnel. Personnel.
C'est très important, je tenais quand même à C'était relever. important de le dire. À relever absolument. Ensuite, les objectifs. Alors c'est vrai, je veux monter cette fameuse boulangerie, hein, puisqu'on reste toujours sur le même exemple, Jessie. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes objectifs. J'ai rencontré hier quelqu'un qui m'a dit, c'est répondre aux besoins de mes enfants. Bien. Elle ne parle même pas de pérennité, de gain, de profit. Elle m'a simplement dit, Nathalie, je veux monter ce projet parce que j'ai envie, pour le plaisir et le bonheur de mes enfants, de répondre à leurs besoins et les mettre à l'abri. Il y en a qui me disent aussi, je veux voyager tous les 3 mois. Bon, ça c'est d'autres besoins. D'autres besoins. Il y a différents besoins. Il y a différents besoins. Chacun met et pose son objectif là où il lui paraît le plus pertinent pour lui. Si c'est quelqu'un qui veut rouler en Mercedes, c'est aussi un besoin, c'est son choix. J'ai des gens des personnes que j'accompagne qui me disent ah ben moi j'en ai marre de vivre en appartement et j'espère qu'à travers ce projet je pourrai vivre en maison, voilà, individuelle. Donc on n'est pas dans un positionnement de jugement, hein, le consultant n'est pas là pour ça. C'est son ancrage. On parle d'ancrage. Tu as trouvé tout à fait le mot, Jessie. On parle d'ancrage. Et c'est justement ce que nous allons voir demain, l'ancrage qui va être un élément moteur de motivation. Mais ça, c'est pour oui, demain. Tout à fait. Donc, mes objectifs à travers le projet, ça peut être personnel ou encore professionnel dans le cadre de ce projet-là. Tout à fait. Y a-t-il d'autres éléments à prendre en compte? Le dernier point, les financements. Ah oui. Parce que, alors, soit vous avez gagné un loto, c'est merveilleux. Vous avez un petit pécule, c'est encore mieux. Oui. Mais la plupart du temps, vous avez besoin de financement. Alors, avant le Covid, parce que ça, je suis obligée de reparler absolument du Covid, les banques étaient beaucoup plus donneuses, entre guillemets. Elles jouaient davantage le jeu du développement économique du territoire et prêtaient, avec un très bon dossier, plus facilement. Compte tenu de la crise du Covid, les choses ont un petit peu changé. Et demander un prêt n'est pas si facile. Parce que on a beaucoup demandé aux banques, durant le Covid et jusqu'à présent, de jouer le jeu. Malheureusement, si vous êtes chef d'entreprise, vous savez que ça n'a pas été pour tout le monde, puisque beaucoup d'entre vous n'ont pas pu bénéficier des aides spécifiques crise Covid, et donc ils se retrouvent certainement dans une situation délicate aujourd'hui. Ceci étant dit, sans passer par la banque, il existe ce qu'on appelle des microcrédits. Ils ne sont pas forcément connus, mais vous pouvez certainement, si vous êtes dans une situation délicate et sensible, vous pouvez bénéficier par votre CCAS d'un accompagnement, certes pas important, mais qui peut, en général, selon les collectivités, monter jusqu'à 2000, 2500 euros. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Alors, où est-ce qu'on peut déposer son dossier? Au niveau des CCAS de votre commune de résidence. Voilà. Alors, il faut vraiment avoir des conditions, comment dirais-je, des conditions de vie un petit peu... voilà. Alors, CCAS dit précarité. Précarité, merci Jessie. Je cherchais le mot adéquat. On parle donc de précarité. Vous avez aussi des organismes tels que l'ADI, qui peut monter jusqu'à 10 000 euros, avec un taux qui n'est pas donné, je vous l'accorde, 8%. Oui. Mais vous pouvez monter jusqu'à 5 000 euros en microcrédit personnel. Et ensuite, dans le cas de l'entrepreneuriat, si l'entreprise est déjà créée, parce que vous avez besoin de faire des démarches, recherche de local, demande de devis, vous pouvez monter jusqu'à 10 000 euros.
Ensuite, il y a Initiative Guadeloupe, Oui. que beaucoup de gens ne connaissent pas, Absolument. et qui monte jusqu'à 25 000 euros. Ah, ça, c'est bien. Et oui, Alors, est-ce que c'est pas un peu compliqué, là aussi, d'avoir des fonds en passant par initiative? Est-ce qu'il ne faut pas être accompagné, en tout cas, il faut pour être, le montage de son dossier? tout à fait. Pourquoi? Parce qu'une semaine par mois, le conseil d'administration d'Initiative Guadeloupe se réunit. Les membres vont étudier votre dossier avec le budget prévisionnel, l'adéquation, etc. Et c'est sur cette base qu'ils vont accepter ou pas un prêt. Très bien. Alors, vous pouvez très bien demander 12 000 euros, mais eux, ils peuvent très bien estimer que par rapport à votre projet, nous ne vous accompagnons que sur une base de 5 000, 6 000 euros. C'est donc laissé à leur discrétion. Absolument. Hein, nous n'avons pas de mainmise dessus. Et puis, si vous faites une demande de prêt à la banque, nouveauté, ils en ont parlé d'ailleurs sur les médias nationaux, il y a une nouvelle venue, c'est que maintenant, pour faire un prêt, on va davantage vous l'accorder si vous avez un apport. Alors, vous me direz, oui, mais Nathalie, si j'ai pas d'argent, je fais comment? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a le soutien de la famille par une contribution ou plus simplement une souscription. Il y a aussi des associés que vous pouvez donc intégrer à votre projet et qui peuvent apporter un capital. Le capital peut être intellectuel aussi. Il peut être mobilier, il peut être immobilier. Donc, pensez à tous ces apports de capitaux qui ne sont pas forcément numéraires. Absolument, et qui peuvent vraiment servir en cas de dossier dans la partie apport personnel. Apport personnel, tout à fait, dans le cadre du budget prévisionnel. Alors, nous étudions aussi avec vous le budget prévisionnel. On parle aussi de plan de financement. Je vais le faire très court et très concret. Ça récapitule, c'est un tableau qui récapitule les dépenses que vous aurez à faire dans le cadre de cette création et les recettes envisagées. On parle donc bien de prévision. Donc, il est important de bien connaître votre produit, Absolument. de tout cerner dans l'entreprise pour pouvoir poser ces chiffres. Parce qu'on ne pose pas des chiffres comme ça pour faire joli sur un tableau et qu'ils soient en équilibre. Absolument. Voilà, donc nous avons vraiment fait un grand point sur les financements possibles. Alors, j'aimerais vous poser la question sur le BIP France. Est-ce qu'ils agissent aussi dans le cadre du projet? Tout à fait. En financement. Alors, la BPI, d'ailleurs, on a eu l'occasion de se rencontrer dans ce cadre-là. Alors, au niveau de la BPI, il y a aussi des financements disponibles qui sont davantage tournés vers l'innovation, tout ce qui est numérique, développement durable, énergie renouvelable. C'est assez pointu et c'est vrai que si les dossiers et dont le business plan ne sont pas vraiment cadrés, les portes ne sont pas si faciles à atteindre. Par contre, si vous répondez à des marchés publics, vous avez la possibilité de bénéficier de ce qu'on appelle de nantissement. C'est-à-dire que vous avez émis une facture auprès d'une institution et vous déposez cette facture auprès de la BPI, elle s'engage à vous la rémunérer avant, selon les périodes sont très longues, de paiement de la collectivité concernée. Tout à fait. Donc, des avances. Des avances qu'on rembourse après. Exact. Avec certainement... Oui, où l'argent est directement versé à la BPI. Très elle bien. en garde une certaine, un petit pourcentage. Elle garde Oui, la tout différence. à fait. Absolument. Voilà. Absolument. Mais vous pouvez aussi, dans le cas de marché, demander un avantage avec une avance. Oui. Une avance sur travaux ou marché. Ça Absolument. existe aussi. Et pendant que tu en parles, je profite aussi de parler des aides de la région, parce qu'il y en a aussi, Ben oui. de nombreuses, pour chefs d'entreprise et ceux qui sont porteurs de projets. Alors sachez, et je sais que c'est le plus douloureux pour vous qui écoutez, tout est dématérialisé. Malheureusement, on déshumanise la relation et tout le monde n'est pas un surfeur informatique. Donc, c'est pour tout ça qu'on apporte notre soutien dans le montage de
de demande de dossiers financiers. Voilà. Alors, de plus en plus, vous l'avez compris, chers auditeurs, les consultants vont jouer un rôle très important dans le cadre justement de l'élaboration de dossiers. Là, on parlait de création d'entreprise, mais ça peut être autre chose également. Bien sûr, ça peut être d'autres dossiers d'autres ordres. Ça peut être des dossiers d'autres ordres. C'est vrai que... De formation. Voilà, on va en parler on aura l'occasion d'en reparler. Alors, nous accompagnons certes les entreprises, mais ça peut très bien être une association. Combien de personnes se retrouvent épanouies dans une association? Ça peut être une association d'économie sociale et solidaire, d'une association de service à la personne. Pensons à nos seniors qui sont de plus en plus présents et de plus en plus nombreux. Il y a un marché, un potentiel dans ce secteur d'activité que vous n'imaginez même pas. Alors justement, je rebondis sur l'économie sociale et solidaire. Est-ce que dans le cadre d'un financement possible, il existe des structures spécifiques pour les personnes qui veulent monter un projet dans ce cadre-là, de l'économie sociale et solidaire? Tout à fait. Il en existe deux. Oui. Avant, elles étaient beaucoup plus nombreuses et étaient financées à 100% par l'État. Malheureusement, celles qui étaient les plus connues ont fermé leurs portes parce que ces dispositifs d'État n'ont pas été reconduits. Mais sachez qu'effectivement, si vous nous recontactez, nous avons la possibilité de vous orienter vers ces deux structures qui ont fait leurs preuves. Hein. Ce sont des anciens collègues qui ont fait le choix de se spécialiser en économie sociale et solidaire. Et c'est avec plaisir, hein, n'hésitez pas à me contacter, que je vous donnerai leurs coordonnées. Très très bien. Voilà, donc on a déjà bien avancé sur l'aspect en tout cas professionnel concernant les besoins. Et on se rend compte que avoir ces paramètres, eh bien, change tout et on est beaucoup plus précis et je pense que ça a une importance quant à la pérennité de notre projet puisqu'on se rend compte que l'entreprise elle est très 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 fragile entre 1 et 3 ans d'après ce qui est dit en moyenne. En moyenne, effectivement. En tout cas, c'est un constat qui est particulier au département d'Outre-mer d'ailleurs, quand on parle de petites structures. Parce que souvent, on veut aller vite, parce qu'on veut démarrer, on est dans la précipitation, et puis on passe à côté de critères incontournables dans la création d'entreprise ou d'une association. Ou peut-être qu'on est plus dans l'envie que dans le besoin, souvent. Hein, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de revenir sur ces termes, de bien les définir, de manière à ce qu'on puisse être sûr que nous sommes plus dans le besoin que de l'envie dans le cadre de la création de notre entreprise. Est-ce que j'ai bien compris? Tu as tout à fait compris, Jessie, donc ça me fait plaisir. Au moins, ça veut dire que la pédagogie que j'ai essayé de mettre en place elle est bonne. Correspond à ce qu'on veut faire. Il nous reste très peu de temps. Ce serait quand même intéressant pour nous d'enchaîner avec les besoins pour une reconversion, voilà. Un changement. Tout à fait. Alors, le temps qui nous était imparti court, trop vite peut-être parfois, mais si vous êtes par exemple dans une démarche d'évolution ou de reconversion professionnelle, vous avez deux démarches. La première, on fait ce qu'on appelle un bilan professionnel. C'est un récapitulatif de votre vie professionnelle, associative, personnelle. Je prends un exemple concret. Quelqu'un me dit « Ah oui, mais je suis mère au foyer. Je n'ai pas d'expérience professionnelle. » Vous n'avez peut-être pas d'expérience professionnelle, mais vous avez certainement celle des compétences. Parce que être mère au foyer, c'est savoir organiser sa vie à la maison, c'est savoir gérer les enfants, c'est savoir gérer toutes sortes de choses qui vous paraissent peut-être anodines, mais qui ont toute leur pertinence dans le cadre de compétences. Et puis, quand ce bilan donc est posé, on va mettre en place une planification qui peut vous orienter soit par une formation, par une immersion, ou bien par une validation des acquis. On peut commencer tout simplement bénévole, secrétaire dans une association. Et puis au bout de quelques années, on se dit mais voilà, comment je me sens à travers ça? Alors là, vous avez la possibilité de valider vos acquis de l'expérience, donc VAE,
par une procédure administrative qui valide soit par un diplôme, soit par une certification professionnelle vos compétences. Voilà donc pour cette partie qui est aussi très très intéressante et importante à prendre en compte. Oui. D'ailleurs, nous allons réserver carrément un volet sur la validation des acquis parce que malheureusement, ce dispositif n'est pas suffisamment utilisé. Pas suffisamment utilisé, je le constate tous les jours, hein, puisque je suis certifiée accompagnatrice en validation des acquis. Beaucoup de personnes ont besoin de reconnaissance professionnelle, ont besoin d'augmentation, ont besoin de prétendre à un nouveau poste hiérarchique plus important. Et puis ils ont peur, ils se disent oui, mais voilà. Donc ça permet aussi de faire un point. Et le principe et le concept de la VAE, c'est de mettre en avant des compétences que vous exercez régulièrement sur votre poste actuel et qui sont référencées au niveau des référentiels nationaux des compétences professionnelles, RNCP, et qui donc vous permettent, face à un jury, pendant 20 minutes, de présenter ce que vous savez faire. Et cette VAE peut se préparer en 3 à 6 mois. Et alors là, on est aussi, nous, dans l'accompagnement rédactionnel et cibler aussi les compétences qu'on va mettre en avant dans votre dossier. Absolument. Parce que si vous êtes comptable, mais que simple comptable et que vous visez expert comptable, mais que vous ne savez pas écrire un bilan et l'expliquer, ça ne sert à rien, il n'y a pas de pertinence à le présenter. Donc, face à ce référentiel national, on choisit les compétences que vous pourrez défendre à l'oral devant le jury. Ça ne sert à rien de se mettre en difficulté puisqu'on vous laisse le choix de choisir ce que vous voulez présenter et défendre. Voilà, donc ça c'est important également. On laisse les quelques minutes de notre émission à justement l'aspect personnel dans le cadre du besoin. Dans le cadre du besoin, comme je le disais tout à l'heure, quand on veut changer quelque chose qui nous déséquilibre, qui nous positionne dans un sentiment de mal-être, il est important de trouver pourquoi. Et pour ça, il y a 2 étapes. La première, c'est faire un état de lieu de tous vos domaines de vie. Nous avons des outils, des exercices que nous mettons en place pour accompagner la personne qui nous sollicite à faire un point. On n'est pas dans la psychologie, on est dans le factuel. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous pose un souci dans un ou des domaines de votre vie? Et par rapport à ce que vous êtes, vos ressources internes, on en parle beaucoup, mais vos ressources externes et internes, on va poser en place un plan d'action, une feuille de route qui va vous permettre au fur et à mesure d'accéder au changement, à un mieux vivre, un meilleur épanouissement dans le domaine qui vous pose un souci. Et ça peut justement permettre de débloquer un certain nombre de personnes qui ne pouvaient pas progresser sur le plan professionnel parce que sur le plan personnel, il y avait des blocages. Il y avait des blocages. Et ça fait partie justement des étapes de l'accompagnement en développement personnel où on a une étape qui s'appelle levée de blocage. Et justement, en explorant tous ces domaines de vie, on va essayer donc de rééquilibrer. Et je tiens vraiment à faire un point dessus. On n'est pas là pour vous transformer, pour vous changer si vous avez des convictions personnelles et qui fonctionnent. On ne vous aide que sur les parties qui demandent à être améliorées. On n'est pas là pour vous choumbouler et transformer toute votre vie. Voilà, nous arrivons au terme de notre espace, Madame Nathalie Bunel. Déjà. Eh oui, déjà. Alors, si toutefois vous voulez avoir plus de précisions, chers auditeurs ou youtubeurs, sur ce qui vient d'être dit, sachez que vous avez un numéro de téléphone à votre disposition pour poser des questions sur ce qui a été dit et vous aurez beaucoup plus d'informations puisque certainement certains ont dû prendre l'émission en cours. Voilà, donc vous avez la possibilité de joindre Madame Bunel. À quel numéro? Alors, on peut me joindre au 06 90 58 49
33. Alors on se retrouve demain et là on sera sur le deuxième fondamental, on parlera de motivation. Restez tout simplement sur notre fréquence 93.3 ou encore notre chaîne YouTube pour en savoir un petit peu plus sur ce paramètre qui est aussi important que les autres que nous avons eu à développer ensemble. Merci à vous Madame Bunel. Merci à toi de votre intervention. Merci à vous également et à demain pour poursuivre notre entretien. C'était InfoPro avec Nathalie Bunel sur le changement et le champ des possibles.